Bienvenue pour ce nouvel épisode de la boîte à FX consacré à la 8e merveille du monde, King Kong. Parler de ce personnage mythique va me permettre, en 40 minutes, de vous retracer toute l'histoire des effets spéciaux, pour le meilleur et pour le pire. King Kong est le personnage central de principalement 3 films. La version originale de 1933, un remake légèrement différent de 1976, ainsi qu'un autre fidèle à l'original en 2005. La version de 1933 est réalisée par Merian C. Cooper et Ernest B. Schoedsack, produit par la RKO Radio Pictures pour un budget de 675 000 $. Il dure 1h40 et sort en salle le 7 mars aux États-Unis et le 29 septembre en France. La version 1976 est réalisée par John Guillemin et produit par Paramount Pictures et Dino De Laurentiis Company pour un budget de 24 millions. Elle dure 2h14 et sort en salle le 17 décembre aux États-Unis et le 8 septembre en France. Enfin, la version 2005 est réalisée par Peter Jackson et produit par Universal Pictures et Wignet Films pour un budget de 207 millions $. La durée est de 3h07 pour la version cinéma et 3h20 pour la version longue, et il sort en salle le 14 décembre. Les superviseurs des effets spéciaux et visuels du film original sont Willis O'Brien et les père et fils Dunning. Ensuite, ce sont Carlo Rambaldi, Glenn Robinson et Frank Van Der Veer, puis c'est au tour de Richard Taylor pour Weta Workshop et Joe Letteri pour Weta Digital. Ce dernier film contient à peu près 2500 plans truqués. La vidéo se décompose en 4 parties. Les marionnettes, les décors et miniatures, les effets optiques, puis les effets numériques. En 1930, un animateur de stop motion, Willis O'Brien, développe un projet nommé Création, contenant les prémices de King Kong. C'est l'histoire d'un bateau pris dans une tempête s'échouant sur une île pleine de dinosaures. Lorsqu'il démarre la réalisation de son film, le studio de production RKO connaît de grosses difficultés financières. Pour espérer renflouer les caisses, les films doivent être de meilleure qualité avec de meilleurs scénarios. Le film Création, alors en cours de réalisation par O'Brien, ne possède pas une histoire suffisamment solide, et se voit donc annulé après 1 an de fabrication. Le réalisateur Merian C. Cooper a pour ambition de faire un film sur un gorille géant. Bluffé par les effets spéciaux des dinosaures animés par O'Brien de l'inachevé Création, il demande à celui-ci de faire la créature de son nouveau projet. Malgré son immense déception d'avoir vu son long métrage annulé, O'Brien voit tout de même là une opportunité de créer et animer une nouvelle créature, tout en conservant dans l'histoire les dinosaures qu'il avait lui-même créés pour son projet. Il devient alors l'animateur stop motion du film King Kong. En 1975, Universal et Paramount sont en procès pour gagner le droit de faire un film King Kong. Paramount contacte un producteur italien sulfureux, Dino De Laurentiis, pour mettre en chantier le film le plus rapidement possible, prenant donc l'avantage sur Universal, qui perd la bataille, mais réussit tout de même à négocier un pourcentage des bénéfices du film, ainsi que le droit d'exploiter le personnage dans son parc d'attractions. Dino De Laurentiis se fout royalement du King Kong original, et veut juste faire son film hollywoodien. Du coup, il reprend plus ou moins la même histoire en changeant plusieurs éléments comme des lieux ou des personnages. L'original racontait l'histoire d'un cinéaste voulant tourner son nouveau film sur une île mystérieuse. Cette fois, c'est une compagnie pétrolière souhaitant atteindre l'île pour effectuer des forages. L'intrigue est similaire, avec l'héroïne capturée par des indigènes, offerte à Kong, puis sauvée par le héros masculin. À la fin, le gorille ne grimpe pas sur l'Empire State Building, mais sur les tours du World Trade Center. Faire ce film se révélera être un véritable calvaire, que nous aborderons plus tard. En 1996, Universal est très satisfait du film Fantôme contre Fantôme qu'il distribue avec comme réalisateur le néo-zélandais Peter Jackson. Le studio le contacte alors pour lui proposer d'écrire l'un des 2 remakes suivants. L'étrange créature du lac Noir, originellement sorti en 1954, ou King Kong. Sans hésitation, Jackson choisit la deuxième option, et l'on comprend mieux pourquoi lorsque l'on sait que ce film, découvert à l'âge de 9 ans, a été son premier choc cinématographique, et lui donna l'envie de devenir cinéaste. Son studio d'effets spéciaux, Weta Workshop, ainsi que son petit frère dédié à l'image de synthèse, Weta Digital, commencent à faire des recherches de design, des animatroniques et des sculptures des lieux et créatures. À ce moment, Jackson a déjà l'idée de faire un combat entre Kong et 3 T-Rex. Ils font donc des premiers tests d'animation. Des recherches également pour la création de New York et des avions en 3D. Mais malheureusement, après 6 mois de travail, le projet est annulé pour cause de forte concurrence. En effet, le studio Columbia s'apprête à sortir un film Godzilla, et Disney le remake de Mon ami Joe, mettant également en scène un singe géant. Le rêve de Peter Jackson d'adapter le film de son enfance s'effondre, mais avec le recul, ce mal s'est avéré extrêmement bénéfique. Car non seulement les différents tests en images de synthèse de Kong et de New York s'avèrent peu convaincants,
car Weta ne possède pas les technologies suffisantes, mais cela permet aussi à Jackson et ses studios d'effets spéciaux de se lancer de suite, sans attendre, dans la magnifique trilogie du Seigneur des Anneaux, dont j'en dis le plus grand bien dans d'autres vidéos. C'est ainsi que pendant la post-production des 2 tours, en 2002, que Universal contacte de nouveau le réalisateur pour relancer le film. C'est pendant la post-production du Retour du Roi, mi-2003, que toutes les équipes savent que leur prochain film sera King Kong. Weta Workshop se remet alors au boulot. Il faut donc savoir que ce long métrage est fait dans la continuité de la trilogie de l'anneau, et avec les mêmes personnes. Le tournage de Kong démarre le 6 septembre 2004 et finit le 8 avril de l'année suivante, avec comme d'habitude chez Jackson des reshoots de 2 semaines entre juillet et août, pour retourner de nouvelles scènes, pour une sortie cinéma en décembre. Lors de la première réunion entre Jackson et Universal, le 24 novembre 2003, le studio a d'ores et déjà fixé une date de sortie, et il est hors de question de la changer. Le budget est également fixé à 150 millions. Du coup, on ne peut pas s'empêcher de remarquer que le calendrier est incroyablement tendu. Ils ont moins de 2 ans pour faire un énorme film de 3 heures avec 2500 plans VFX, ce qui provoquera un dépassement de budget passant de 150 à 207 millions. En 1913, Willis O'Brien invente le stop motion pour le cinéma. En pleine fabrication de maquettes dans le cabinet de l'architecte principal de l'exposition universelle de San Francisco, pendant une pause, il s'amuse à fabriquer une statuette de boxeur en argile avec un squelette en fil de fer. Un de ses collègues en fabrique une seconde. Il découvre qu'en bougeant simplement l'armature squelettique, on peut créer du mouvement et simuler un combat par exemple. Si on décompose le mouvement d'une marionnette en plusieurs étapes, et que l'on prend une photo à chaque fois, lorsque l'on assemble les photos, on obtient un déplacement physique, par conséquent une animation en stop motion. Willis O'Brien réalise plusieurs courts-métrages révélant progressivement le potentiel de cette technique. En 1925 sort au cinéma son premier grand essai populaire avec Le Monde perdu, réalisé par Harry Hoyt, adapté du roman d'Arthur Conan Doyle, mettant en lumière des dinosaures animés de ses mains. Suite au succès de ce film, il passe de simple animateur à superviseur des effets spéciaux. Depuis 1927, la pratique du stop motion demande plus de temps, car l'arrivée du son au cinéma oblige à passer à une cadence de 16 à 24 images par seconde, afin d'avoir un défilement d'images moins rapide pour être mieux synchronisé sur le débit naturel des dialogues. Du coup, pour une seconde de film, il faut animer 8 images supplémentaires. C'est ainsi qu'en 1930, il imagine une histoire avec de nouveau des dinosaures dans un film nommé Création. Alors que le projet tombe à l'eau en plein tournage, il rejoint le projet King Kong et a pour mission d'animer le gorille et les dinosaures. Pour Le Monde perdu, en 1925, Willis O'Brien engage un artiste mexicain, Marcel Delgado, pour fabriquer les marionnettes de stop motion. Les 2 artistes se retrouvent de nouveau pour King Kong. Delgado fait d'abord un plan du squelette de la créature. Les os sont fabriqués en métal avec à leurs extrémités des petites billes en acier qui sont en fait des rotules représentant les articulations. L'armature est ensuite recouverte de mousse de latex provenant d'éponges de bain. Une fois la silhouette formée, des fines feuilles de latex sont collées sur la mousse pour obtenir une surface lisse, afin de sculpter les détails. Il sculpte même des muscles en mousse afin que la peau de latex puisse collisionner et glisser sur eux. Le gorille fait 80 cm de haut et est recouvert d'une fourrure de lapin pour les poils. Les iris de ses yeux ont un petit trou où se trouvent des petites aiguilles permettant de diriger son regard. Et pour l'animation, afin qu'il soit stable pour chaque image, ses pieds sont à chaque fois vissés et dévissés sur la table de travail pour chacun de ses pas. On peut remarquer tout au long du film que les poils qui bougent sont en réalité causés par l'animateur lors de ses différentes manipulations du modèle. Il y a 4 marionnettes pour Kong, 3 versions classiques comme on l'a vu, et une autre en plomb lorsqu'il tombe du haut de l'Empire State Building. Pour info, la bataille entre Kong et le T-Rex dure 3 minutes et demande 7 semaines d'animation. En moyenne, ils font à peu près 10 images par heure.
La marionnette de Kong possède une tête de 10 cm, ce qui s'avère beaucoup trop petit pour les gros plans. Du coup, Delgado et son équipe construisent un buste géant dans une charpente en bois avec des fils de fer, du tissu et du métal recouverts de fourrure. Sa mâchoire et ses babines en caoutchouc sont articulées, ses yeux bougent et ses sourcils se lèvent et s'abaissent, et les différents mécanismes sont actionnés par 3 personnes à l'intérieur avec des leviers et manettes à air comprimé. Ce buste est utilisé pour tous les gros plans, comme lorsqu'il observe Anne attachée au poteau de sacrifice, ou quand il mastique ses victimes. Ils construisent également une main géante articulée munie d'une structure en métal reliée à une grue, utile quand il prend Anne dans sa main et la soulève à 3 mètres de haut. La dernière marionnette géante est un de ses pieds, relié à une grue, pour les plans où il piétine les indigènes. Hormis Kong, il y a également le Brontosaure, avec 2 modèles. Le premier sert pour la course-poursuite, où il est simplement animé traditionnellement image par image, alors que le second est animé par des câbles en temps réel, afin d'avoir une vraie interaction avec l'eau quand il renverse le radeau des marins. Du coup, il est filmé au ralenti pour que les interactions aient l'air à la bonne échelle. Pour finir, dès qu'un personnage humain est en contact avec une créature, ou bien dans une cascade complexe, c'est une petite figurine animée. On passe au cas épineux de la version 76. Une fois que le producteur Dino De Laurentiis lance l'affaire, c'est le début des emmerdes. Le grand maquilleur Rick Baker, en grand fan du film original, se propose de créer le costume de Kong comme un vrai gorille. Mais De Laurentiis engage Carlo Rambaldi pour créer un Kong mi-humain, mi-gorille. Baker continue de son côté et son approche finit par convaincre la production. Du coup, les 2 spécialistes collaborent ensemble dans une atmosphère de rivalité assez tendue. Baker sculpte le personnage et fait les masques, tandis que Rambaldi supervise son travail et manipule le visage à distance. Sur le tournage, c'est Rick Baker qui se glisse dans le costume du gorille, et l'équipe de Rambaldi actionne les mécanismes du visage. Une équipe américaine et italienne travaillent ensemble et bien sûr ne s'entendent pas du tout, principalement parce que les 2 camps ne comprennent déjà pas la langue de l'autre. Du coup, il y a des malentendus, avec notamment des problèmes de synchronisation de mouvements entre ceux de Baker dans son costume et ceux de l'équipe de Rambaldi animant le visage. Également, Glenn Robinson fabrique 2 bras géants avec une armature mécanique recouverte de mousse et d'une peau de latex, où sont implantés des millions de poils de yak. Pour couronner le tout, De Laurentiis décide de fabriquer un Kong à taille réelle. La fabrication coûte 1,7 million $, pour un résultat faisant 12 mètres de haut mais ne ressemblant toujours pas à l'apparence du costume. En plus, il est tout raide, peine à lever les bras et ne peut pas marcher, comme il était prévu. Du coup, il est utilisé que quelques secondes à l'écran sur un plan très large et que la foule s'enfuit en courant. La promotion du film est un bijou d'arnaque, avec un service marketing faisant croire que le modèle taille réelle de Kong a été utilisé pour tout le film. Avec également une affiche montrant Kong sur les tours jumelles tenant dans sa main un avion broyé, alors que rien de tout ça n'apparaît dans le film, ce qui leur vaudra une amende pour publicité mensongère. Malgré tout, ni vu ni connu je t'embrouille, le film est un succès en salle, et on ne sait trop comment il réussit par magie à gagner l'Oscar des meilleurs effets visuels. C'est tellement aberrant qu'un animateur, Jim Danforth, crie au scandale et démissionne de l'Académie des Oscars. Bref, tout ça est un beau bordel et montre malheureusement le pire visage d'Hollywood en ce qui concerne les exigences de production et l'intégrité artistique. Pour la version 2005, la seule et unique marionnette est la traditionnelle main géante de Kong, mais cette fois toute verte afin d'être remplacée ultérieurement par la main en image de synthèse. L'un des 2 décors les plus importants du film est l'île du crâne, où se trouvent des indigènes face à un mur les séparant de créatures, dinosaures et bien sûr Kong. Pour la forêt, Willis O'Brien utilise d'abord de vraies plantes. Le problème est que la chaleur des projecteurs les font rapidement s'épanouir. En plus, comme le tournage image par image avec les miniatures est un processus très long, quand on met les scènes à 24 images par seconde, après plusieurs jours voire semaines de travail, on finit par voir pousser les plantes. Du coup, pour créer les palmiers et plantes tropicales, il façonne des feuilles de cuivre. Les troncs d'arbres sont des sculptures avec des branches et de l'argile recouverts de papier toilette, puis badigeonnés avec de la gomme laque avec une couche de peinture par-dessus.
La faune et la flore sont donc en volume. Mais les décors de fond sont des extensions peintes sur verre. Pour accentuer davantage le réalisme des lieux, l'éclairage joue beaucoup sur la profondeur, en mettant la lumière sur l'action au milieu, avec des zones d'ombre devant et derrière. Toutefois, le film de 1933 est loin d'avoir autant de maquettes que son remake de 2005, qui, contrairement à ce qu'on pourrait le croire, en présente un bon paquet. Weta Workshop fait d'ailleurs autant de maquettes que dans les 3 Seigneurs des Anneaux réunis. Nous avons le Venture, le bateau sur lequel les personnages embarquent pour rejoindre l'île, le village des indigènes, la forêt, le gouffre aux insectes, le repère de Kong, et puis New York avec seulement Central Park. En gros, sur quasiment tous les plans de l'île du Crâne, on peut voir une maquette. Richard Taylor supervise la création des miniatures. La première étape commence avec Jeremy Bennett et Gus Hunter, qui sont les 2 concepteurs artistiques du film, et dessinent donc des concepts à partir du scénario et des discussions avec le réalisateur. Alan Lee participe également à quelques designs. Il y a au total 5000 dessins préparatoires pour tout le film. Ensuite, une petite maquette est fabriquée pour avoir une meilleure vision en volume. Puis la maquette est construite à grande échelle. Les mensurations et quadrillages sont générés à la main, mais ils mettent au point une table de routage robotisée appelée Shopbot, permettant de définir automatiquement les contours en fonction des plans du dessin. Ils construisent la miniature en ajoutant le plâtre, puis tous les détails. Les rochers sont fabriqués à partir de moulages de vraies roches trouvées en bord de mer. Enfin, le réalisateur vient approuver ou non, sachant qu'ils sont à un stade où ils peuvent encore revenir en arrière ou faire des modifications. Pour que les maquettes soient les plus convaincantes et réalistes possibles, elles doivent bien sûr être extrêmement détaillées, ce qui se fait aussi en fonction de leur distance par rapport à la caméra. Au pic de production, ils en font une nouvelle à peu près toutes les 2 semaines, avec 80 personnes pour les construire. 4 plateaux de tournage sont dédiés aux miniatures et le boulot est confié à 2 équipes sous la supervision d'Alex Funke, qui dirige la première unité et était déjà à l'œuvre sur la trilogie de l'Anneau. Lorsqu'elles sont filmées, l'éclairage joue un rôle primordial, notamment pour le soleil. Les plans doivent être très nets, car comme la caméra est très proche de la miniature, une faible profondeur de champ amènerait un flou qui vendrait tout de suite la petite taille de la maquette. Elles sont d'ailleurs toujours filmées avec une caméra de motion control, permettant de répéter un même mouvement, car elles sont filmées plusieurs fois avec des éclairages différents pour créer différentes passes, car le but est d'avoir du choix au compositing pour retravailler l'image par zone si besoin. La complexité est aussi d'avoir un mouvement de caméra qui soit le même entre le tournage avec les acteurs, le tournage des miniatures et l'image de synthèse. Le tournage du film se fait intégralement en Nouvelle-Zélande, dans les studios de Stone Street. On commence par le Venture, dont la mise à l'écran s'effectue à l'aide de 3 méthodes. Une maquette toute petite, pour des plans d'ensemble, et une autre à 1/12. Un vrai à taille réelle, et un autre avec uniquement la partie supérieure d'un côté construite à l'arrière du studio, entourée d'un gigantesque fond bleu. La miniature à 1/12, magnifiquement détaillée, fait 4 mètres, avec même l'intérieur de rempli à certains endroits. Elle est filmée devant un fond bleu où elle est soutenue par un système de contrepoids pour la faire tanguer. Les 3 mouvements possibles sont le balancement entre la proue et la poupe, l'avant et l'arrière, le changement de direction et le balancement de gauche à droite. Le mouvement vertical, de haut en bas, est fait par le mouvement de la caméra. Le bateau grandeur nature est reconstruit à partir d'un caboteur qu'ils ont acheté, appelé le Manuya. Ils solidifient toute la structure pour plus de sécurité, mais reconstruisent également l'avant pour qu'il soit davantage à la verticale, comme dans les années 30, des étages supérieurs pour les cabines avec celle du capitaine, ainsi qu'une passerelle, tout ça sur 3 niveaux. L'emplacement de la cheminée est changé, et bien sûr tout le bateau est repeint, rafraîchi et nettoyé. 9 mois sont nécessaires pour tout refaire. Enfin, la partie du navire sur fond bleu est installée sur une structure en acier pouvant s'incliner. Cette version sur fond bleu sert pour les intérieurs et tous les plans extérieurs rapprochés, avec notamment toute la séquence en pleine tempête.
Pour l'occasion, d'énormes réservoirs d'eau sont construits pour lâcher des millions de litres sur le décor. Ce qui ne manquera pas à Andy Serkis de passer par-dessus la rambarde, pour atterrir heureusement dans les filets. Sur l'île du Crâne, le mur du village est un décor construit en extérieur, à mi-hauteur, sur à peu près 60 mètres. Le décor est complété par une miniature à 1/12e. Les scènes en forêt sont quasiment toutes tournées en studio, devant un fond bleu. L'idée générale sur tout le film est de construire le décor au premier plan pour les acteurs, puis d'étendre le fond avec une maquette. L'environnement dans la course-poursuite avec les brontosaures montre plusieurs miniatures assemblées bout à bout. On arrive maintenant à New York, un lieu absolument essentiel à l'histoire que l'on voit au début et à la fin. L'option de faire un tournage dans la Grosse Pomme s'avère totalement impossible, pour plusieurs raisons. Nous sommes en 2005 et l'histoire se déroule en 1933. La ville est forcément différente, donc il faudrait construire des façades, bloquer des rues entières pendant plusieurs jours, que des choses impossibles et qui, même dans le meilleur des mondes, feraient exploser le budget. Le New York de 1933 est alors reconstitué à Wellington, plus précisément à Seaview, sur un ancien site d'usine pétrochimique. Pour avoir le décor le plus complet tout en étant le plus économique possible, le chef décorateur Grant Major choisit de construire l'avenue de Broadway et les intersections avec les avenues passant par Times Square, permettant ainsi d'avoir sur le plan une forme angulaire. Cette disposition en triangle complexifie facilement le décor. Seul le premier étage de la ville est construit, le reste est étendu avec le New York en 3D. L'équipe de décoration récupère toutes les images d'archives possibles sur l'apparence de la ville à cette époque, avec les routes, les façades des immeubles, les magasins, les piétons, les trains ou encore les voitures, afin de rebâtir un New York doté d'une vraie justesse historique. En 1933, l'image de synthèse n'existe pas. Tout ce que l'on voit à l'écran doit être filmé par une vraie caméra. Mais le problème est que lorsque l'on devient un petit peu créatif, on se rend compte qu'on est parfois obligé de filmer différentes choses séparément, puis de les rassembler. Ce que l'on appelle le compositing aujourd'hui se faisait à l'époque à partir des années 20 avec une tireuse optique. Avant de rentrer dans les hostilités techniques, il faut connaître la notion de cache, consistant à choisir ce que l'on veut garder dans une image en la transformant en noir et blanc. Le blanc est ce que l'on garde de l'image, tandis que le noir est ce que l'on fait disparaître. Cette méthode monochromatique permet donc d'isoler un sujet. Georges Méliès invente le compositing à la toute fin du 19e siècle. L'idée de l'époque est de mettre une plaque de verre peinte en noir devant l'objectif de la caméra pour masquer la partie de l'image que l'on ne veut pas enregistrer. La partie noire n'est pas exposée à la lumière. Du coup, une fois le plan tourné, il ne faut pas tout de suite imprimer la pellicule, mais plutôt la rembobiner et cette fois peindre la plaque de verre de manière à inverser le cache. Ce qui n'était pas exposé à la lumière la première fois, l'est à la seconde. Et l'on peut répéter cette technique à l'envi jusqu'à obtenir le plan fini entièrement exposé. Par contre, on constate que tous les éléments ajoutés ne peuvent être que fixes, car le masque ne se fait pas sur un objet ou une personne, mais sur une partie de l'image. C'est alors qu'arrivent les deux techniques suivantes appelées travelling matte, avec le cache par fond noir et le cache par éclairage. On les appelle tous les deux des travelling matte, car l'on peut désormais compositer des éléments en mouvement sur toute l'image. Le cache par fond noir, également appelé Williams Process, est inventé en 1916 par Frank Williams. Cette technique est pour la première fois utilisée dans le film Sunrise en 1927. Et consiste à filmer les acteurs devant un fond noir. L'image est ensuite contrastée au maximum afin d'avoir un cache. On peut insérer un fond derrière eux. Le même processus est utilisé notamment dans L'Homme Invisible en 1933, où l'acteur porte un costume noir pour qu'il se confonde avec le fond de la même couleur et donc disparaisse. King Kong est le premier film à utiliser les caches par éclairage, que l'on appelle aussi le Dunning Process, inventé en 1925 par C. Dodge Dunning. Le principe consiste à placer l'acteur devant un fond blanc et d'éclairer le sujet en orange et le fond en bleu. La composition des deux ne se fait pas avec une tireuse optique, mais au sein même de la caméra, ce que l'on appelle le bypacking. Le sujet est imprimé dans la caméra en passant par des filtres éliminant la couleur bleue. L'image de fond est également dans l'appareil et se composite directement avec l'avant-plan.
Le défaut du Dunning process est que la lumière orange a parfois du mal à atteindre les zones d'ombre du sujet. Il en résulte alors des zones de transparence sur l'acteur dans le composite final. En plus, comme le cache se fait par des éclairages, il devient difficile de simuler la lumière du soleil dans un décor en extérieur ou même de faire des plans larges. Le process est quand même utilisé sur quelques plans de King Kong. Bien sûr, cette technologie sera vite abandonnée quelques années plus tard, puisque ça ne fonctionne que pour des films en noir et blanc. Le Williams Process, le cache par fond noir, est donc principalement utilisé sur ce film, car il permet d'avoir des caches plus précis. De plus, en 1932, Linwood J. Dunn co-crée avec Vernon L. Walker une tireuse optique beaucoup plus performante. L'acteur ne joue plus devant un fond noir, mais devant un fond blanc éclairé par une lumière bleue. Du coup, les zones d'ombre sont plus facilement récupérables. Le fonctionnement d'une tireuse optique est très complexe, mais globalement, l'engin permet de projeter l'avant-plan avec son cache et l'arrière-plan avec le cache inversé. Ils se rejoignent pour projeter le plan final sur la pellicule vierge d'une caméra. La quatrième et dernière technique, plus simple et énormément utilisée, s'appelle la rétroprojection, et est spécialement inventée pour le film par Sidney Saunders et Fred Jackman, pour lequel ils recevront un Oscar technique. L'acteur joue devant un écran translucide sur lequel est projeté par derrière des images d'une maquette ou marionnette préalablement filmée. Ça, c'est la rétroprojection du décor, mais il y a aussi la rétroprojection des acteurs, ce qui signifie que ces derniers sont filmés en premier, puis un petit carton est placé dans un décor miniature sur lequel ils sont projetés. Du coup, dans la première rétroprojection, le jeu d'acteur est fait en fonction de l'animation, alors que dans la seconde, l'animation est faite en fonction du jeu d'acteur. Dans la scène où Kong déshabille Anne, l'actrice est filmée en contact avec la main géante du gorille. Ensuite, dans le décor miniature, elle est projetée sur le carton avec la petite marionnette du gorille qui est animée en extension du bras géant, donnant ainsi l'illusion d'une unité entre les deux éléments n'ayant pas la même échelle. En 1993, la sortie de Jurassic Park marque le déclin quasi définitif de l'animation en stop motion. Désormais, on peut donner vie à des animaux ou des créatures par ordinateur. Du coup, Peter Jackson lance sa version de King Kong en 1996. Les animatroniques et l'image de synthèse sont les deux options choisies pour créer les dinosaures et le gorille. Cependant, ils utilisent tout de même la stop motion pour faire des animatiques, c'est-à-dire des petites animations pour préparer les scènes. Mais en fin de compte, les effets numériques ne sont pas encore tout à fait au point, sachant que Weta Digital est encore une toute jeune entreprise avec peu d'expérience sur des films à très grande échelle. C'est en 2003 que le projet est relancé pour Weta, qui commence le design des lieux et créatures, et commence à faire des prévises pour les scènes d'action les plus importantes. Sur ce point, la différence notable avec Le Seigneur des Anneaux est que les storyboards ont désormais complètement disparu. Christian Rivers était le storyboarder sur la trilogie de l'Anneau. Il se retrouve maintenant responsable de la prévise, et superviseur de l'animation avec Eric Lefton. Avant même que le scénario soit fini, les deux premières prévises sont la scène de fin et le combat entre Kong et les T-Rex. Sachant que ce sont les deux scènes d'action les plus importantes du film, il est hors de question de s'y attarder au dernier moment. L'avantage de la prévise est de rentrer directement dans le concret, et a d'ailleurs permis d'aider dans les recherches de design et dans la création des maquettes au niveau des mensurations. En plus, pour certaines prévises, Peter Jackson en fait lui-même la combinaison pour la motion capture. Avant de passer à notre gorille préféré, le premier élément 3D notable est le Venture. Comme on l'a vu précédemment, il y a une version grandeur nature, une autre à l'arrière du studio avec un fond bleu, ainsi qu'une miniature à 1/12. La version 3D sert pour quelques plans les plus extrêmes, mais comme l'eau est virtuelle dans les plans avec la maquette, la 3D est surtout utilisée en complément de la miniature pour créer les contacts avec l'océan numérique. Le modèle 3D du bateau est placé par-dessus la maquette, mais est invisible, car il sert uniquement pour les reflets et l'interaction avec l'eau. On peut également noter que dans les plans avec les canaux arrivant sur l'île, l'eau est virtuelle, tout comme la deuxième moitié des rames.
On arrive maintenant à la création de Kong qui représente à peu près un an de travail. Ils choisissent de faire un personnage solitaire, isolé et rongé par le temps et la violence, avec une mâchoire cassée, un œil qui tombe et des cicatrices. Ils s'inspirent également du personnage de Quasimodo dans le film éponyme de 1939. Un vieux singe perdu en somme. Pour l'apparence, une des références principales est un gorille albinos d'un zoo espagnol appelé Flocon de Neige. Il est d'ailleurs amusant de noter que cette influence sera reprise telle quelle par Weta dans le dernier épisode de La Planète des Singes, Suprématie, sorti en 2017. Plusieurs sculptures sont faites, et une fois le design validé, comme pour la trilogie de l'anneau, la sculpture est scannée en 3D avec l'appareil XYZ-RGB, permettant d'obtenir une version numérique avec un maximum de détails. L'aspect 3D primordial de Kong est bien sûr ses poils, qui ont nécessité beaucoup de recherche et développement, à la fois pour leur épaisseur ou leur couleur. En plus, l'éclairage de l'environnement influence tellement leur apparence que celle-ci est adaptée en fonction de chaque plan. Le personnage a à peu près 5 millions de poils. Après Gollum pour la trilogie de l'anneau, Peter Jackson fait de nouveau appel à Andy Serkis pour incarner Kong. Au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, il joue également Lumpy, le cuisinier de Venture. Comme d'habitude chez Serkis, son implication pour ses rôles est jusqu'au boutiste, comme aller dans le zoo de Londres pour sympathiser avec les singes, et même jusqu'au Rwanda, contre l'avis de la production, pour étudier les gorilles en liberté. Il réussit à s'en approcher au plus près et à prendre une énorme quantité de vidéos qui serviront de référence pour Weta. Avant de passer à la performance capture, Serkis est présent sur le tournage avec les autres acteurs pour la scène où Kong franchit le mur et se fait capturer. Quand on sait que le bonhomme se donne toujours à fond, sa présence est toujours mieux qu'une balle de ping-pong comme point de repère. Il possède d'ailleurs un micro pour amplifier ses rugissements et bruits de respiration. D'ailleurs, de manière générale, il fait tous les bruits du personnage, qui sont ensuite amplifiés et mélangés avec d'autres sons d'animaux. Il donne également la réplique à Naomi Watts pour toutes les scènes qu'ils ont en commun. Cela l'aidera et contribuera grandement à la qualité de sa performance à elle. Le plateau de performance capture est un ancien entrepôt, le même que pour la trilogie de l'anneau. Petit rappel, la motion capture enregistre uniquement le corps, alors que la performance capture, utilisée principalement sur ce film, enregistre le corps et le visage. En l'occurrence, l'acteur porte un costume bleu ou noir en lycra avec des petites boules entourées de rubans adhésifs brillants et réfléchissants. Ces boules sont des marqueurs et il en a 60 sur tout le corps. Sur le visage, il en a 132, dont la mise en place dure d'ailleurs 1h30. Les marqueurs sont placés sur tous les muscles faciaux et ceux qui se trouvent sur les paupières permettent de capturer la direction de regard. Sur le plateau, que l'on appelle un volume, autour du sujet, il y a 52 caméras suivant le corps et 20 suivant le visage. Chaque caméra est entourée d'ampoules projetant une lumière vive qui touche les marqueurs réfléchissants pour revenir vers la caméra, et ainsi repérer sa position. Incarner Kong est plus complexe que Gollum, car la morphologie et les proportions du singe ne sont clairement pas les mêmes que l'acteur. Du coup, lorsqu'il bouge, il porte des extensions aux bras pour les avoir plus longs que ses jambes, donnant aussi une bonne courbure de dos. Le problème de cette approche est qu'il ne peut pas utiliser ses mains, donc pour les scènes où c'est nécessaire, il se sert plutôt d'une plateforme surélevée pour se déplacer. Lorsqu'il a une interaction physique avec Anne, il tient une Barbie dans sa main tout en regardant les roches de l'actrice. À peu près 2 semaines de tournage seront nécessaires pour jouer toutes les scènes de Kong. Mais en réalité, on va pas se le cacher, l'animation du personnage, comme pour Gollum, est quasiment entièrement faite en keyframe, donc par des animateurs. Tout simplement parce que cela permet de retoucher plus facilement l'animation et d'avoir beaucoup plus de flexibilité, notamment pour avoir la liberté de l'animer comme un singe et non comme un humain jouant au singe. Bien sûr, les animateurs basent entièrement leur animation sur la performance de Serkis.
Hormis Kong, il y a en tout une quarantaine de créatures présentes. Et comme pour le gorille, elles sont quasiment toutes sculptées, puis scannées au laser afin d'avoir leur modèle 3D. Il y a d'abord des dinosaures, avec une volonté de la part de Jackson de ne pas vouloir être réaliste, ni même essayer de recopier Jurassic Park, mais plutôt aller davantage dans le fantastique. Nous avons les brontosaures, notamment lors de la course-poursuite dans la vallée. Pour certains plans, les acteurs courent dans un décor extérieur. Pour d'autres, ils courent sur un tapis roulant devant un fond vert. La chute des brontosaures est, comme vous pouvez l'imaginer, un beau bordel à animer. La principale référence en termes de simulation de muscles et de peau est la collision entre les deux Mumakil dans Le Retour du Roi. La scène de la fosse aux insectes est un hommage à l'original de 33, car cette séquence avait été abandonnée pour des questions de budget. Weta Digital en profite d'ailleurs pour insérer un weta à très grande taille, qui est un insecte néo-zélandais ayant inspiré le logo et le nom du studio d'effets spéciaux en question. Tous les acteurs principaux sont scannés en 3D de la tête aux pieds. On obtient ainsi leur double numérique que l'on peut utiliser dans des cascades en plan large. Naomi Watts est la seule à avoir son visage scanné avec un appareil différent à plus haute résolution, car on la voit de plus près sur plus de cascades virtuelles. Toutes les fois où elle est en interaction avec Kong dans une scène d'action, c'est son double 3D qui prend le relais. Pour finir sur l'île du crâne, on peut dire que sur la plupart des plans, nous avons un décor de studio au premier plan, une miniature en extension, puis un matte painting pour combler les trous dans le fond, c'est-à-dire un collage photographique de différents éléments. On termine avec le New York de 1933 reconstitué en 3D. Cette reconstruction virtuelle s'avère simplement obligatoire pour permettre au réalisateur de filmer avec le plus de liberté possible. L'animatique pour la séquence de l'Empire est l'une des premières faites par Weta, car s'il y a bien une scène à ne pas bâcler, c'est celle-là. Weta trouve une maquette complète et détaillée de la ville, leur permettant d'en créer une version basique par ordinateur. Une entreprise leur donne des informations sur chaque bâtiment afin de savoir lequel était présent avant 1933, en jaune, ou après, en bleu. Une fois que les immeubles trop récents sont supprimés, il y a beaucoup de trous à combler. Des caméras 3D sont placées dans le décor virtuel en fonction des photos de 1933, afin de voir ou rajouter de nouveaux immeubles. Ils placent alors des cubes là où se trouvent les nouveaux bâtiments, et fabrique un logiciel, BuildingBot. Ce programme se déplace dans toute la ville et remplace les cubes basse définition par des bâtiments haute résolution stockés dans leur banque d'objets. Les bâtiments se créent même avec une cohérence architecturale par rapport à leurs voisins, s'ils se trouvent dans un lieu d'art, de finance, d'institution, etc. Pour détailler les bâtiments, ils utilisent leur base de données architecturale contenant des centaines d'éléments comme des couloirs, des fenêtres ou des corniches. Le logiciel construit les immeubles en assemblant intelligemment tous ces éléments. Des dizaines de milliers sont ainsi créés de cette manière. Par contre, les plus importants, donc une bonne centaine, sont modélisés par des graphistes. Concernant l'Empire State Building, il est construit à partir des plans d'architecture d'origine. Il faut 18 mois pour le recréer dans les moindres détails, alors que le vrai a été construit en 14 mois. On note énormément de recherches concernant les différentes destructions engendrées par Kong.
Surtout que lorsque l'on détruit une façade, par exemple, il faut recréer en 3D les différentes couches de sa construction, la brique, le béton, le bois, car ils seront logiquement visibles quand tout partira en éclats. Dans la ville elle-même, pour compléter les figurants et véhicules déjà présents, Weta utilise son logiciel de foule, Massive, inventé pour le Seigneur des Anneaux, afin de rajouter des piétons, des voitures avec leurs conducteurs, ainsi que des New-Yorkais en panique lors de l'attaque de Kong. On peut conclure cette partie par le petit caméo de Peter Jackson dans un des avions à la fin. Sorti en 1933, King Kong est un succès critique et commercial, avec des recettes s'élevant à peu près 2 millions de dollars. Le président de la RKO, David O. Selznick, demande à l'Académie des Oscars de récompenser le travail d'O'Brien. Malheureusement, une catégorie spéciale pour les effets visuels ne fera son arrivée qu'en 1939. Aucune distinction n'est alors faite pour l'animation du film. La version 76 est un succès commercial, rapportant 90 millions de dollars pour un budget de 24. Il remporte l'Oscar des meilleurs effets visuels. Enfin, le remake de 2005 rapporte 550 millions pour un budget de 207. Le succès est au rendez-vous, mais peut facilement se relativiser au regard de son budget. Il gagne lui aussi son Oscar. Personnellement, j'aime beaucoup la version de 2005, et il est intéressant de la comparer avec ce qui se fait aujourd'hui. Car ces dernières années, Hollywood souhaite plus que jamais exploiter les licences jusqu'à épuisement. Cette tendance s'explique par une incroyable angoisse de la part des studios à l'idée de proposer quelque chose de neuf à un public réticent. Par conséquent, le maître mot d'aujourd'hui est la nostalgie. Il suffit de ressortir des joujoux du placard sans prendre la peine de les comprendre, avec parfois des réalisateurs n'ayant aucun scrupule à détruire toute une mythologie par pur égoïsme. Ce qui distingue le remake de Peter Jackson est cette capacité, commune à tous les grands réalisateurs, à se servir du passé pour faire évoluer le cinéma. Car même si on peut reconnaître à ce dernier une utilisation parfois abusive des effets numériques, notamment sur certaines scènes franchement casse-gueule, sans être un chef-d'œuvre, King Kong n'en reste pas moins un vrai plaisir coupable devant des scènes au cadrage grandiose, iconique, inventif, vraiment spectaculaire et surtout d'une très grande générosité de plus de 3 heures. En tant que fan absolu, il possède d'ailleurs une des marionnettes de l'original. On pense souvent à tort que son grand rêve était de faire le Seigneur des Anneaux. En réalité, c'était de faire son King Kong. Le film réussit à rendre hommage à l'original à travers une similarité dans la structure narrative, les personnages, certaines scènes, répliques ou encore accessoires. Mais également à comprendre les émotions qu'il a suscitées à l'époque en étant capable de les retranscrire dans un cinéma moderne, doté d'une mise en scène spectaculaire, tout en sachant mettre en avant et donner de l'impact à ce qui fait le cœur du récit, c'est-à-dire cette romance entre Anne et Kong, absente de l'original, pouvant symboliser finalement de manière métaphysique l'immense amour et respect de Jackson pour ce personnage. Ce voyage fantastique d'une expédition ayant pour destination une île mystérieuse trouve sa force dans la représentation et la comparaison de deux mondes distincts, la ville et la jungle, et ainsi voir à quel point la hiérarchie et le rapport de force diffèrent d'un univers à l'autre. Cela donne une base solide aux effets spéciaux car leur grande qualité dans ces films est d'avoir mélangé les techniques. Entre les marionnettes, les miniatures, les maths, la rétroprojection et les caches par fond noir et par éclairage pour la version de 33, les costumes, les marionnettes géantes et les maquettes pour le remake de 76, dont on retiendra surtout l'intention artistique, ainsi que les miniatures, les décors et l'image de synthèse pour la version 2005, les effets spéciaux deviennent un outil technologique narratif, trouvant leur justification en fonction des scènes pour pleinement servir l'histoire. Car s'il y a une chose de sûre, c'est que plus on mélange de techniques d'un plan à l'autre, moins le spectateur sera capable de les percevoir. Et l'immersion cinématographique prendra tout son sens. Merci beaucoup d'avoir regardé cette longue vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner si vous êtes nouveau. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour les prochains épisodes de Sortie FX.